Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, votre rendez-vous d'information dans les Yvelines, rendez-vous quotidien, toujours en direct à 18 h avec ce soir en plateau des représentants du monde de l'éducation, puisque nous verrons ce qu'ils attendent des prochaines réformes du gouvernement. Dans une quinzaine de minutes, il sera aussi question de sport avec Adrien Citeau, au programme notamment football américain, avec la défaite des Templiers d'Elancourt en finale de 2e division. Nous découvrons pour débuter le chiffre de cette édition, 2%, c'est la revalorisation attendue du SMIC. Et les critiques n'ont pas manqué. Du côté de Force ouvrière, son secrétaire général Jean-Luc Mailly l'a jugé trop faible. Il entend protester si le coup de pouce de l'État n'atteint pas les 5%. En revanche, Valérie Pécresse, députée UMP de la 2e circonscription des Yvelines, a déclaré ce matin que cette hausse ne ferait que détruire des emplois. L'actualité de ce 25 juin, c'est aussi l'enquête qui se poursuit 48 heures après les violents affrontements entre les forces de l'ordre et des habitants du quartier du Bois de l'Étang à La Verrière. Une interpellation a dégénéré, bilan 12 blessés. Le point avec Maxime Lemaine. Une petite fille et 5 policiers blessés samedi dernier à La Verrière, résultat selon différentes sources d'un affrontement entre jeunes et policiers. D'après les habitants du quartier rencontrés lundi matin, les forces de l'ordre auraient fait irruption dans un parc du quartier du Bois de l'Étang pour interpeller de façon musclée un jeune homme. La situation aurait rapidement dégénéré, conséquence toujours selon les habitants d'une succession d'abus de longue date de la part de certains policiers. À l'issue de la rixe, 7 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat de Guyancourt. Du côté des pouvoirs publics, Alain Hajaj, maire récemment élu, affirme en substance que l'intervention policière était disproportionnée au regard de la situation. Il compte sur la justice pour faire la lumière sur toute cette affaire afin de trouver des solutions pour apaiser les tensions. Le préfet a pris la décision de saisir la commission départementale de déontologie, qui est une commission indépendante, qui va permettre d'avoir un avis sur la manière dont les événements sont déclenchés. Il y a une enquête de l'IPGN qui va être déclenchée aussi, donc c'est aussi un élément important pour savoir. Et puis enfin, il y a la justice évidemment qui est saisie, d'abord sur les personnes qui ont été interpellées, puis après sur les éventuelles suites relatives aux 2 autres enquêtes que j'ai évoquées. Lassés par ces rapports conflictuels avec la police, des résidents ont décidé de s'organiser en collectif et de faire appel à un avocat. Objectif, mener l'affaire en justice pour faire entendre leur version de l'événement. Et le maire de La Verrière, justement, est en ligne avec nous. Bonsoir Alain Hajaj. Bonsoir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec vous sur les événements qui sont survenus ce week-end sur votre commune. Alors aujourd'hui, au regard des événements qui sont connus, des éléments qui sont connus, vous nous dites que l'intervention des forces de l'ordre a été selon vous disproportionnée ? En tout cas, je m'interroge. Je ne peux pas dire qu'elle est, au vu des éléments, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une intervention extrêmement violente et qui est intervenue un après-midi sur des espaces publics avec des aires de jeu, beaucoup de monde dehors. Donc effectivement, les enquêtes qui sont en cours permettront d'établir si cette opération était justifiée et proportionnée. Voilà, mais je m'interroge fortement, oui. Vous parlez d'intervention peut-être disproportionnée. Pour autant, est-ce que vous appelez la population de la ville au calme ? On l'a senti, la situation est tout de même tendue sur place dans ce quartier. Évidemment que j'appelle la population calme. D'ailleurs, c'est pas que le maire, les habitants eux-mêmes demandent à ce que la situation reste calme. Et puis les habitants, comme le maire, attendent effectivement que les enquêtes qui ont été lancées permettent d'établir toute la transparence de manière équitable, équilibrée, en écoutant tout le monde, pour établir comment les faits se sont produits et comment on est arrivé à cette situation extrêmement violente. Est-ce que vous allez mettre en place des cellules d'écoute ou des médiateurs dans les quartiers pour favoriser l'échange, la discussion déjà avec les habitants ? Alors évidemment, ça va nous amener à prendre des nouvelles dispositions. D'abord, renouer le dialogue entre les autorités de police, les représentants d'habitants. Il faut qu'on travaille à des formes d'intervention adaptées, donc ça passe par du dialogue. Et nous allons relancer toutes les instances de travail, de réflexion, le CLSPD par exemple, pour améliorer ce travail quotidien. L'intervention des forces de police est compliquée, mais néanmoins, on peut arriver, les habitants le souhaitent également, à avoir un quartier pacifié, un quartier tranquille dans lequel la police fait son travail avec les habitants évidemment. Justement, les habitants qui ont mis en place un collectif, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet. Juste une dernière question. Avant ces événements qui sont survenus samedi, est-ce que vous aviez déjà constaté sur place une situation de tension, de blocage difficile ?
Oui, on sentait effectivement une situation un peu compliquée, un peu difficile. Je m'en étais ouvert auprès des autorités et voilà, bon, c'est assez récurrent. Je dirais pas que c'est la situation permanente, mais enfin les tensions, la place de la police dans les quartiers est un vrai sujet. De toute façon, il faudra qu'on le réaborde à tout point de vue, y compris au niveau national, avec les polices de proximité. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie interrogation sur les méthodes d'intervention et le rapport police-habitants. Il faut qu'on le travaille ensemble pour trouver les bonnes démarches et encore une fois les habitants ici. Merci Alain Jage, maire donc de la commune de La Verrière, d'avoir été en ligne avec nous pour commenter, un petit peu réagir aux événements qui sont survenus samedi. Et puis vous nous l'avez dit, si vous attendez des éléments un peu plus précis, vous appelez tout de même bien évidemment au calme dans ce quartier du Bois de l'Étang. Je rappelle que samedi soir, une fillette de 18 mois a été blessée ainsi que 6 autres habitants du quartier et 5 policiers. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de ces événements. Le fait du jour de cette édition est consacré aux réformes dans l'éducation nationale. Vous le savez, c'est l'un des principaux chantiers pour ce nouveau gouvernement. Pour en parler, nous avons sur ce plateau syndicat enseignants et syndicat des parents d'élèves. Tout d'abord, bonsoir Bertrand Mesure. Bonsoir. Vous êtes l'un des responsables du SNUIPP FSU, donc syndicat enseignant. Et puis bonsoir à Pierre Frodeau. Bonsoir. Vous êtes en charge de la FCPE, du côté donc des parents d'élèves dans le département. On va commencer avec vous en ce qui concerne les enseignants, l'éducation nationale. On annonce 1000 postes créés par le département, créé par le gouvernement au niveau national, ça veut dire à peu près 100 postes dans l'académie, et on parle d'environ une vingtaine dans le département des Yvelines. Les chiffres seront confirmés au cours de la semaine prochaine. Est-ce que c'est déjà satisfaisant, suffisant selon vous ? De créer ces postes, une vingtaine dans le département. C'est satisfaisant dans la mesure où ça casse un petit peu la tendance qu'il y avait depuis plusieurs années, qui était plutôt une perte de postes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? À titre indicatif, l'année dernière, le département des Yvelines a perdu 26 postes de remplacement. Vous voyez bien que remettre 20 postes sur les Yvelines ne fait que compenser tout à fait en partie les saignées que le département a connues ces dernières années, dans un contexte où le nombre d'élèves a augmenté. C'est vrai pour l'ensemble de l'Académie de Versailles, c'est vrai aussi pour le département des Yvelines. Nous avons perdu des postes alors que le nombre d'élèves augmentait. Donc ça a été des conditions de remplacement dégradées, ça a été des réseaux en nombre insuffisant et décimés, ça a été une carte scolaire chaque année plus difficile à réaliser. Voilà, donc c'est mieux, mais c'est loin d'être suffisant. Vous me disiez tout à l'heure, avant de commencer cette émission, c'est une année de transition. Vous attendez beaucoup plus les prochaines années. Voilà, si j'ai bien cru comprendre, le gouvernement souhaite mettre en place une loi d'orientation à l'automne. Donc, dans le cadre de la mise en place de cette loi d'orientation, il va engager toute une série de discussions et de négociations avec les partenaires de l'éducation, dont les syndicats d'enseignants. Donc, c'est à cette occasion-là que nous aurons l'occasion de voir sur quelle musique le gouvernement souhaite, sur quelle sera la mise en œuvre de cette loi d'orientation. De votre point de vue, Pierre Frodeau, pour la FCPE, pour les parents d'élèves, cette création de 1000 postes au niveau national, 100 dans l'Académie de Versailles, probablement une vingtaine dans le département des Yvelines, ça va aussi dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens, dans la mesure où ça donne un signe de la volonté du gouvernement de changer les choses, de casser effectivement cette espèce d'inflation qu'on avait. C'était une inflation à l'envers, puisqu'il y avait de moins en moins de postes dans l'éducation nationale, de plus en plus d'élèves dans le département, comme le disait Bertrand Mesure. Donc c'est plus un signe qu'une réelle satisfaction, parce que 20 postes dans un département comme les Yvelines, c'est vraiment pas grand-chose. Mais est-ce que plus d'enseignants, ça signifie forcément de meilleures conditions pour travailler, pour étudier ? C'est une des conditions indispensables, parce que moi je ne connais pas d'autre système que celui qui consiste à mettre des enseignants devant les élèves pour enseigner. Et on s'aperçoit que les classes surchargées, il y en a un peu partout dans le département, qu'on manque d'enseignants, on manque d'adultes dans les établissements scolaires, ce qui pose des problèmes, parce qu'il y a les enseignants d'un côté, il y a aussi le personnel administratif, il y a aussi le personnel de surveillance. Donc c'est un signe, mais effectivement nous on attend une loi de programmation et qui mette des moyens véritablement dans l'école, et ce sera pour l'année prochaine, parce que cette année les choses sont bouclées a priori. Justement, juste pour conclure sur ces postes, est-ce que les choses sont bouclées ? Il y a une réunion le 2 juillet, la réunion dont on parlait tout à l'heure, qui se déroule la semaine prochaine pour entériner ces créations de postes dans le département. Ça peut encore changer. Vous allez y siéger, y participer, vous allez demander... Oui, vous savez, la répartition, étant donné l'enveloppe restreinte... Donc 100 postes pour l'Académie. 100 postes pour l'Académie, à titre indicatif, c'est 100 postes pour plus de 25 000 enseignants du premier degré. Donc ça vous laisse
laisse un peu, ça vous donne marge de manœuvre. Voilà. Je crois que c'est surtout la loi d'orientation qui permettra de fixer les choses. Alors on le sait, le mois de juillet va être chargé pour le gouvernement et puis pour les différents syndicats qui vont être sollicités. Quelle est, selon vous, chacun, la mesure prioritaire? Qu'est-ce que vous attendez en priorité de la part du gouvernement actuel? Plusieurs choses. D'abord, une réforme de la formation. Récemment, le Conseil d'État vient d'annuler les décrets qui avaient permis de modifier la formation des enseignants. Il l'a fait parce que c'était insatisfaisant et c'est ce que tout le monde avait dit à l'époque. Le gouvernement précédent pensait que c'était le seul métier qu'on n'avait pas besoin d'apprendre. Le fait est que c'est absolument nécessaire et que là aussi, malgré tout, que ce soit pour la formation initiale des enseignants avant qu'ils rentrent dans le métier, comme pour la formation continue tout au long de leur carrière, il faut les moyens d'assurer cette formation. Et comme la RGPP n'avait qu'un seul objectif, c'était de supprimer des postes, et bien voilà, la formation, aussi bien initiale que continue, était passée à la trappe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une amélioration du système. On est quand même le seul pays dans lequel les dépenses intérieures d'éducation ont baissé et dans lequel le taux d'encadrement doit se situer à l'avant-dernier rang des pays de l'OCDE. Donc il est nécessaire de faire en sorte que le système retrouve un peu d'oxygène pour pouvoir fonctionner de façon satisfaisante. Et j'ajouterai un troisième point qui concerne le secondaire. Le gouvernement précédent souhaitait s'engager vers des filières, on va dire, de pré-professionnalisation qui tendaient à exclure un certain nombre d'enfants et de jeunes adolescents du système éducatif. Nous y sommes résolument opposés et nous sommes plutôt pour des ambitions renouvelées pour tous les âges des élèves. Est-ce que les parents d'élèves ont les mêmes préoccupations que les enseignants? Nous, le premier point, c'est plus d'enseignants. Les 60 000 postes ou 80 000 postes qui ont disparu là, en 5 ans, on aimerait bien les retrouver. Le deuxième point, c'est également la formation des enseignants, parce qu'on trouve quand même un petit peu étonnant qu'on ose mettre devant nos enfants des personnels non formés, alors qu'effectivement, comme le disait Bertrand Mesure, c'est un métier qui s'apprend ô combien et qui surtout ne s'improvise pas. Et puis nous, le troisième point, c'est les rythmes scolaires qu'on souhaiterait voir modifiés. Alors, il y a eu quelques effets d'annonce. On attend de vraies décisions, et voilà, c'est les 3 points sur lesquels nous, on est accrochés. Il y en a bien d'autres. On va parler justement des rythmes scolaires. On va s'y attarder quelques instants. Auparavant, c'est vous qui avez la parole, justement. Nous vous avons demandé votre avis. Faut-il raccourcir les journées pour les élèves? Les journées sont longues. Et l'histoire, donc, effectivement, de panacher entre le mercredi et le samedi, c'est une affaire, donc, de personnel au niveau donc des gens qui ont des enfants. Oui, il faut peut-être améliorer les horaires, les plages horaires. Prendre un peu le style allemand, c'est-à-dire que travailler le matin scolairement et sportivement l'après-midi. Par exemple, l'horaire de lundi, mardi, mercredi par exemple à la demi-journée, jeudi, vendredi. Je pense que ce serait un horaire raisonnable. Alors pourquoi? Parce que tout est basé sur le problème des loisirs. Donc si les enfants n'avaient pas classe le samedi et le dimanche, ça arrangerait bien tout le monde. Sur l'aspect physique, l'aspect sportif, que l'enfant puisse avoir, je sais pas moi, peut-être sur une journée, 1 heure d'activité physique, ce serait pas mal. Franchement, c'est pas un sujet qui me préoccupe. Je ne suis pas pour changer continuellement tout en France, les horaires des enfants. Si c'est éventuellement pour changer vraiment le système scolaire, c'est-à-dire leur donner de la scolarité le matin et l'après-midi, culturel, sportif, oui, là je suis à 200% pour ce projet, oui, bien sûr. Mais depuis le temps qu'on entend parler... Est-ce qu'on peut changer les rythmes scolaires alors? Et est-ce qu'il le faut? Est-ce que les parents sont convaincus? Ça fait beaucoup de questions. Nous, notre credo à la FCPE, c'est quand même qu'il faut remettre l'enfant au centre du système éducatif. Donc il faut que le système éducatif soit tourné autour de l'enfant. Alors on sait bien, ce n'est pas une invention des parents ni des enseignants, c'est les spécialistes, les chronobiologistes disent que la semaine de 4 jours, c'est tout à fait néfaste. Toutes les études le disent. Donc nous, on écoute ce que disent les spécialistes. Et par exemple, votre micro-trottoir, il est intéressant, mais tout le monde a un avis sur les rythmes scolaires. Ce qu'il faut, c'est écouter les avis des spécialistes. Il y a eu une conférence qui a duré presque 1 an sur les rythmes scolaires. Le précédent ministre n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu en tirer les enseignements. On espère que le ministre actuel va être capable de le faire, va le faire et va prendre des décisions. Mercredi matin ou samedi matin?
Alors ça, moi, je suis pas pour que, a priori, on se dirige vers une liberté donnée aux collectivités territoriales. Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pour que ce soit imposé au niveau de... Et peu importe le jour. Et peu importe le jour. Il faut que ce soit imposé la même règle pour tous. Moi, ce que je constate, c'est que le samedi matin avait un intérêt majeur, vu des parents, c'est que c'était le seul jour où les papas et les mamans pouvaient rencontrer les instituteurs, pouvaient rencontrer les enseignants. Le mercredi matin, ça va poser des problèmes, puisque un certain nombre de papas ou de mamans travaillent. Donc ça risque de poser des problèmes. Maintenant, moi, je suis le mercredi matin ou le samedi matin. Voilà, pourquoi pas, l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel est le mieux, j'attends qu'on essaie de qu'on me convainque. Vacances de la Toussaint plus longues, départ en vacances d'été plus tardif. Donc c'est cette question que je vous pose. Quel est votre rythme idéal, selon vous? Rythme scolaire pour l'enfant et du côté des enseignants. Alors, si vous me posez la question de mon rythme idéal, j'ai 50 ans, donc c'est peut-être pas celui qui convient aux enfants. Mais, je pensais aux enfants, en fait. Voilà, je crois que la bonne chose à faire, c'est de s'interroger sur ce qui convient aux enfants. Alors effectivement, l'amplitude journalière telle qu'elle est actuellement pour les élèves, par exemple, les plus en difficulté, qui ont des aides personnalisées, c'est une amplitude de 7 heures, est beaucoup trop importante. La plupart des enfants ne peuvent pas supporter un tel rythme, surtout sur 4 jours. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le mercredi ou le samedi? Il y a beaucoup d'avis partagés. Et au-delà des avis des uns et des autres, il y a aussi la capacité pour les collectivités locales à pouvoir suivre l'évolution comment dirais-je, du rythme scolaire. Par exemple, je voyais cette maman qui s'interrogeait sur les bienfaits d'avoir une après-midi allégée et plus ouverte vers le monde extérieur, vers la culture et le sport. C'est une excellente idée, c'est ce qui existe en Allemagne, mais encore faut-il que les collectivités locales puissent permettre cet allègement et puissent accueillir les élèves. Force est de constater que toutes n'en ont pas les mêmes moyens. Donc il y aura des arbitrages à faire. Et je partage tout à fait l'avis de M. Frodo, à savoir que pour nous, il est essentiel qu'il y ait un message clair qui soit envoyé et qui soit, si possible, le même sur tous les territoires. On a connu, il y a déjà une quinzaine d'années, des rythmes très différents d'une commune à l'autre, voire au sein d'une même commune. Ça a amené beaucoup plus de désordre que de réussite. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faudra un message politiquement assez fort pour permettre effectivement des évolutions, mais dans un contexte qui satisfasse tout le monde. Et ce fameux modèle allemand. Alors des cours qui débutent vers 7h30, 8h le matin, qui finissent vers 13h, 13h30, 45 minutes seulement pour les cours, l'après-midi est libéré pour les activités sportives. Vous allez me dire si c'est le modèle de référence, en tout cas ça ne fait pas forcément l'unanimité. Nous avons rencontré une parent d'élève, voici ce qu'elle en pense. Il faudrait mieux répartir les horaires dans la journée, mais c'est un bouleversement culturel énorme. Nous, on a vécu en Allemagne, on a vu que les enfants étaient moins stressés parce qu'ils avaient moins d'heures de cours dans la journée, mais la vie en Allemagne est différente de la vie en France. Donc je ne vois pas trop de solutions. Concilier la vie professionnelle des femmes, la prise en charge des enfants pendant un long temps, leur équilibre personnel, des moments de repos, des moments de travail. C'est assez compliqué. Je pense que les enfants ont un temps de travail dans la journée trop conséquent pour qu'ils puissent effectivement tout bien assimiler et avoir aussi des moments de calme. La différence aussi en Allemagne, c'est qu'ils avaient du travail à la maison, mais ils faisaient ça dans le calme. Bon, après, il y a une inégalité entre les parents qui peuvent suivre et les parents qui ne peuvent pas suivre. Donc c'est encore un autre problème. L'Allemagne, c'est un modèle à suivre, à ne pas suivre? Ce n'est pas forcément un modèle à suivre, ce sont des pistes qui peuvent être explorées. Le modèle allemand est quand même très, très spécifique puisque c'est une après-midi qui est quasiment libérée. On peut peut-être essayer de trouver un moyen terme et puis surtout se donner les moyens de prévoir les choses sur plusieurs années. On n'est pas obligé, on peut peut-être commencer en 2013 à faire quelque chose et puis essayer de voir comment les choses peuvent s'ajuster par la suite. Une toute dernière question qui concerne la formation des enseignants. Là aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, vous attendez quoi? Un retour des IUFM qui ont été supprimés à l'identique ou un autre système pour former ces enseignants qui sont devant les enfants? Mais ce qu'on attend surtout, c'est qu'il y ait une vraie formation, une véritable formation et qu'on arrête ces succès d'années de formation. Alors, IUFM, pas IUFM, ça, on attend les propositions et puis on attend surtout d'avoir des enseignants performants. Alors, il y en a déjà beaucoup, il y en a énormément et puis surtout des enseignants qui soient heureux d'enseigner, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend aussi, je suis désolé, mais il faut apprendre à enseigner. UFM, pas UFM?
Écoutez, c'est pas le nom qui va changer quelque chose. Ce qui est important, dans le système de formation de l'UFM, il faut revenir à ce système-là. Se fasse sur plusieurs années, que l'alternance ne se limite pas à quelques heures une fois qu'on est lancé dans le bain, mais que ce soit vraiment la construction d'une professionnalisation tout au long du parcours universitaire. Et ça, on sait le faire. D'autres pays savent le faire. Et il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Mais là encore, ça demande un certain nombre de moyens pour accompagner cette formation. On va juste terminer cette séquence par 2-3 questions. Vous me dites si vous êtes pour ou contre, chacun votre tour. Pour ou contre le retour de l'histoire géo au bac scientifique de manière obligatoire, parce que c'est tout à fait pour. Plus que pour. Plus que pour également, ça fait 2 pour. Pour ou contre la suppression des tests d'évaluation en CE1 et en CM2? Pas contre la suppression des tests d'évaluation, il est important d'évaluer les élèves, mais que ce soit d'autres tests, parce que cela était tout à fait insatisfaisant. Suppression de ces tests. Oui, le problème des tests, c'est surtout l'utilisation qu'on en fait, je crois. Je pense que c'est important pour les enseignants de tester les enfants. Et effectivement, moi, je ne suis pas compétent pour dire quel est comme M. Mesure, quel est pour ces tests, mais contre l'usage qui en est fait. Voilà. Très bien. Et puis, dernière question, pour ou contre la poursuite de l'assouplissement de la carte scolaire? Écoutez, l'assouplissement de la carte scolaire a montré qu'il renforçait les inégalités sociales, donc je pense que la copie est à revoir entièrement. Donc contre? Absolument contre. Et contre également. Vous êtes tous les deux d'accord sur pratiquement tous les sujets. Merci d'être venus donc nous parler de ces réformes qui sont attendues durant cet été concernant l'éducation nationale. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler sur ce plateau, notamment avec le recteur qui sera prochainement notre invité. La suite du 7-8 de ce lundi, c'est avec du sport. Les Templiers se sont inclinés, je vous le disais en début d'émission, en finale de 2e division de football américain. Leur président sera avec nous juste après ce sujet consacré à l'initiative de la Maison de la Poésie à Guyancourt, réunir personnes âgées et collégiens lors d'ateliers. Émilie, ta gueule, ma sœur qui parle, mon frère qui la tape et ma mère qui crie. Marc, la ferme. Émilie, calme-toi. Lucienne a 87 ans, elle parle comme les jeunes, normal. J'avais 14 ans et je n'avais pas le choix de faire des études. Je devais travailler. Je faisais les vendanges en Loire-Atlantique. Thomas a 14 ans et il raconte une histoire d'antan encore normale. Lucienne, Thomas, mais également Jacqueline, Huguette ou Delphine ont participé ensemble à un atelier d'expression et d'écriture. Ça te permettra à des gens qui sont un peu à qui on tend jamais le micro, les jeunes, la marmaille, les vieux. Non mais donc cette année, non seulement on a eu envie de leur dire, encore plus cette année, car on était en année présidentielle, de leur dire mais qu'est-ce que vous avez à dire citoyens cette année, hein, dites-nous un peu comment vous marchez. Cet atelier intergénérationnel s'est déroulé sur un semestre et les personnes âgées ont pu échanger avec des élèves du collège Champollion de Voisins-le-Bretonneux. Ce travail a donné lieu à une restitution à la Maison de la Poésie de Guyancourt. Premièrement, ça nous fait sortir de chez nous. On passe un après-midi agréable. Les gens qui nous entourent sont parfaits. Regardez, nous sommes arrivés tout à l'heure. Les collégiens qui sont là déjà sont tous venus nous accueillir. Ça me remet un peu dans l'ambiance de l'époque. Parce que je suis seule, donc ma famille est quand même assez loin et j'ai plus de contact avec les jeunes. Alors là, ça rajeunit un peu. Et puis leur conversation, les mots qu'ils emploient. Ça vous étonne pas un peu les mots qu'ils emploient? Il y a des fois, il y a un peu des fois, mais bon, dans l'ensemble, j'écoute quand même beaucoup la radio, la télé. Alors on arrive à être au courant de ce qui se passe. Ils parlent bien, ils ont conscience de beaucoup de choses. Moi, je les ai trouvés formidables. Les voitures dans la rue. Bonne journée. À ce soir. Bisous. Bonjour. Tu es venu trop tôt. Je veux un bisou et un câlin. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a aidé à être moins timide et je trouvais ça bien la rencontre entre les deux âges. Je suis un peu moins timide et puis c'est bien parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes opinions. C'est facile de se confronter avec des idées différentes? Des fois oui, des fois non. Tu trouves ça enrichissant ou pas? Parce qu'on n'a pas vécu à la même époque, alors ça change. Ces ateliers intergénérationnels ont été mis en place pour la 3e année consécutive. Cette année, des aidants de l'association Veilleurs en Voisins ont également participé. La manifestation s'implante doucement sur le territoire.